Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Amundi a publié ses résultats financiers, je pense que c'était le 29 du mois de juillet. Je ne sais pas si c'est le 29 exactement, mais ils ont publié leurs résultats il y a quelques temps, il y a quelques jours. Donc ici, on va essayer de faire une appréciation par rapport à ce qui a été présenté et voir si l'analyse qu'on avait effectuée aux alentours du mois de mars 2022 tient toujours la route. Donc, on s'était dit que Amundi représentait une opportunité d'investissement selon les différentes informations ici. Donc, un revenu de 3 milliards 200, un bénéfice net d'une marge de 40%. Donc, ça nous donne à peu près ici un bénéfice net ici au total de 1 milliard 280 multiplié par le PER qu'on avait choisi. On avait pris un PER de 13, 15 et 17. Donc, et on s'était dit ici qu'un PER de 15, c'est ce que moi j'avais comme préférence ici. Donc ici, on était tombé sur une valorisation aux alentours de 94,67 $. Mais attention, c'est également de mentionner que ça, c'est si les marges sont tenables dans le temps. OK? Donc, on va revenir ici par rapport au premier semestre de cette année-ci. On va essayer de faire une appréciation. Donc, je vais lire le document-ci. Après ça, je vais aller sur les rapports financiers d'Amundi et je vais peut-être faire une mise en garde par rapport à quelque chose que j'ai remarqué. Donc, on va aller rapidement. Donc, Amundi, 593 millions d'euros de résultats nets au premier semestre. Amundi vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2022 et annonce 593 millions d'euros de résultats net au premier semestre. Donc, un résultat net ajusté de 269 millions par rapport au trimestre précédent. Donc, ils ont gagné 269 millions en termes de bénéfices nets par rapport sur le deuxième trimestre 2022. Donc, Amundi relève également une augmentation significative des frais de gestion nets, plus 12% par rapport au premier semestre 2021 et plus 4,6% à périmètre constant. OK. Il faut comprendre une chose. Ici, la taille des actifs est très importante. Les frais de gestion également sont très importantes. Donc, si la taille des actifs diminue alors que vos frais de gestion augmentent, c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. D'accord? Si la taille des actifs augmente alors que vos frais de gestion augmentent, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est tenable? Donc, il faut toujours vous poser la bonne question. Donc, ici, quand on voit que les frais de gestion ont augmenté, c'est une bonne information. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est savoir est-ce que les actifs sous gestion ont augmenté. Donc, ici, on continue. Donc 12% par rapport au premier semestre 2021 et 4,6% à périmètre constant et un maintien de l'efficacité opérationnelle ratio coût sur revenu de 53%. Donc normalement ici, elle cherche à avoir à peu près un ratio aux alentours de 50%, soit 55-50% en descendant. Donc plus le ratio est bas, mieux c'est parce que les bénéfices sont plus élevés. Et vous allez remarquer qu'en 2021, ce ratio-là a été exceptionnellement bas. Donc 2021 a été une année exceptionnelle pour cette compagnie. Donc on continue. L'activité du premier semestre est bonne. D'accord, donc 2 points. Collecte de plus 5 milliards d'euros et 11 milliards d'euros en MLT, exclut ici les joint ventures d'Amundi, relève une forte dynamique sur le marché des particuliers, donc plus 13 milliards d'euros d'actifs MLT. Donc MLT, c'est généralement les actifs à moyen terme, long terme. D'accord? Donc, une décollecte limitée auprès des clients institutionnels de moins 2 milliards d'euros, de moins 2,4 milliards d'euros, une décollecte sur les produits de trésorerie, moins 27,6 milliards d'euros et une collecte nette soutenue dans les joint ventures asiatiques de plus 21,5 milliards. Ça peut être du charabia ici, mais c'est simple. Le nerf de la guerre ici, ce sont les actifs sous gestion. Plus vous en avez, mieux c'est parce que vos revenus sont plus élevés. Vous pouvez prendre plus de commissions. Enfin, en termes de volume, les commissions sont plus élevées. Donc ici, quand Amundi prend la peine de s'attarder dessus, c'est parce que c'est important. Et vous disent que par rapport à la collecte, on a gagné près de 5 milliards d'euros sur le premier semestre de l'année. Donc sur 6 mois par rapport à ce qu'on a eu les 6 mois précédents sur le mois en 2021. Okay? Mais il ne faut pas se limiter à ce chiffre-là. Il faut remarquer, dans cette collecte-là, qui est-ce qui ont apporté le plus d'argent? Ici, je remarque une chose, que les joint ventures asiatiques d'Amundi se portent très très bien. D'accord? Donc les activités d'Amundi en Asie. D'accord, elle a des partenariats avec d'autres banques en Asie, donc ce qu'ils appellent généralement les joint ventures, où ils sont peut-être partenaires à 50-50, bien 60-40, je ne sais pas. Je ne connais pas la particularité, mais l'Asie est un grand marché.
OK? Non seulement en termes de la population, mais également en termes de classe moyenne. So, généralement, à partir de la classe moyenne, ce sont les gens qui veulent investir afin d'avoir une certaine retraite. So, ça dépend également des, de la législation dans certains pays. Est-ce que les retraites sont, est-ce qu'il est facile, est-ce que les retraites sont assurées par l'État ou les choses comme ça. Donc, je pense notamment à la Chine. Je ne connais pas bien ce domaine-là, mais c'est comme ça que je réfléchis au même moment que je parle. Donc, ici, les actifs sous gestion sont importants. Donc, ici, ils disent, les actifs sous gestion sont de 1 milliard, 1925 milliards. On n'a pas l'habitude de voir les 1925 milliards. Donc, ce sont les actifs sous gestion. Il faut les comparer trimestre après trimestre ou bien d'une année à l'autre. C'est très important. Du trimestre 2022 au trimestre 2021, regardez si on a une évolution. Donc, on continue. Commentant ces chiffres, Valérie Bodson, directrice, a déclaré: Amundi a maintenu un bon niveau de rentabilité et d'efficacité opérationnelle, démontrant la robustesse de son modèle diversifié. La collecte totale est positive au deuxième trimestre grâce à la résilience de l'activité retail, à la solidité de nos joint ventures asiatiques et à la bonne performance de nos relais de croissance. Amundi Technologies poursuit son développement et voit ses revenus augmenter fortement. Donc, Amundi Technologies, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. Donc, il faut aller regarder les rapports financiers pour ça. Donc, avant d'arriver au rapport financier, j'aimerais mentionner quelque chose. Si vous allez sur Yahoo Finance, vous allez remarquer qu'Amundi a des revenus de 5 milliards 590 millions. Pourquoi? Amundi n'a pas encore atteint des revenus de 5 milliards. Parce que quand je regarde les résultats sur Amundi ici, j'ai regardé les résultats sur le premier semestre, je dis mais comment est-ce que vous pouvez gagner 1500, 1800 milliards au premier semestre et avoir des revenus de 5 milliards? Pourtant, ce genre d'activité, si légèrement, vous faites à peu près le même chiffre en termes de revenus chaque trimestre. D'accord? Donc, c'est juste un exemple comme ça. Donc, quand vous allez regarder également sur cette plateforme-ci, vous allez voir que les revenus ici sont de l'ordre d'à peu près 5 milliards par là. Donc, faites attention à vos agrégateurs. Faites attention aux éléments que vous allez recevoir des différents logiciels comme Roic, comme Yahoo Finance, comme également Morningstar. Morningstar également a des revenus de 5 milliards 700. Pourtant, quand vous allez sur Zone Bourse vous mentionne des revenus aux alentours de 3 milliards, 3 milliards 200 par là en termes de chiffre d'affaires. Et je pense même d'ailleurs prendre un abonnement à Zone Bourse parce que plus je regarde à gauche, à droite, plus je me rends compte que Zone Bourse donne à peu près de bonnes informations. C'est clair que je n'ai pas 10 années, mais j'ai 3 années, les 3 dernières années et j'ai peut-être les 3 prochaines années en termes de prévision. Ça me permet de donner une certaine couleur. Et si je veux aller voir ailleurs, je m'en vais également comparer. Mais travailler sur des informations erronées, c'est la meilleure manière de perdre de l'argent. D'accord? Donc, il faut toujours double-checker. La vérification ultime doit toujours parvenir du site web de l'entreprise, directement avec leurs documents aux investisseurs. D'accord? Donc, quand moi je regarde les résultats d'Amundi ici, je ne dirais pas que je suis content ni fâché. Ce sont de bons résultats, qu'on se dise la vérité. Si vous voulez les comparer par rapport au premier semestre 2022, 2021, ils ne seront jamais égalités parce qu'en 2021, c'était une année exceptionnelle. Elle a eu des frais, elle a eu des revenus supplémentaires par rapport à enfin, des bénéfices nets supplémentaires par rapport à ses frais de performance. Donc, c'est-à-dire que certains de ses fonds ont bien performé, donc elle s'est permis d'avoir des frais de gestion plus élevés. D'accord? Donc, ici, Amundi a eu de bons résultats quand on regarde année après année. Maintenant, le problème, c'est le futur. Dans le sens où les revenus dans le futur, ce genre d'activité-ci, il faut voir une chose. Quand la bourse, quand les marchés baissent, les actifs sous gestion ont tendance également à baisser parce qu'il y a des gens qui se disent que il faut que je quitte, il faut que je sorte mon argent des marchés financiers, sinon je vais perdre de l'argent. Personnellement, je ne vais pas critiquer cette vision-là, dans le sens où vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce que quelqu'un retire ses sous de la bourse. Ça peut être parce qu'il a peut-être investi dans un mauvais véhicule d'investissement ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas une raison particulière enfin, il n'y a pas une seule raison de le faire. Mais généralement, les gens le font pour la mauvaise raison, qui est celle de ne pas perdre plus d'argent que ça. Or, si vous avez choisi un bon véhicule d'investissement, vous n'avez pas à stresser. Le problème, c'est le terme bon véhicule d'investissement. C'est là où ça devient compliqué, dans le sens où c'est quoi un bon véhicule d'investissement. Ici, par rapport à ce que Amundi fait, ce sont des ETF, par exemple. Vous avez investi dans un ETF Monde et vous vous rendez compte, OK, l'ETF Monde, ce qui est sûr, on est à des niveaux assez élevés. Donc, il y a une certitude, c'est qu'il y aura une récession. Et quand il y aura une récession, les marchés financiers vont baisser. Alors, la question est de savoir, quand je les achète ici aujourd'hui, est-ce que j'ai assez foi, est-ce que j'ai, pas assez foi, mais est-ce que j'ai confiance à la dynamique en termes de croissance de l'ensemble des économies mondiales? Si la réponse est oui, je peux acheter un ETF monde tranquillement.
Donc, moi, je n'ai pas souvent une préférence pour un ETF monde, des choses comme ça. J'aime investir dans des ETF qui sont un tout petit peu plus actifs, où la personne achète uniquement des entreprises qui sont sous-évaluées. Je vous ai toujours parlé d'un ETF que j'utilise ici, qui, bon, selon moi, je ne dirais pas que c'est le meilleur ni quoi que ce soit, parce que de toute façon, les frais de gestion sont élevés. Mais j'ai toujours été, comment on appelle ça, vous allez voir, j'ai toujours aimé cet ETF pour une seule raison, c'est que j'utilise beaucoup Morningstar. Et mon histoire, en fait, dans mon évolution en tant qu'investisseur, m'a permis pas juste m'a permis de pouvoir, enfin, m'a permis, non, m'a aidé en termes d'orientation au niveau de ma stratégie d'investissement qui essaie d'investir uniquement dans les entreprises qui ont des avantages compétitifs. Et donc, j'utilise beaucoup Morningstar. Et Morningstar a basé sa stratégie uniquement sur ce qu'ils appellent le MOAT. D'accord. Donc, par rapport à ce que Warren Buffett avait dit, etc. On ne va pas revenir dessus. Donc, ici, sur Morningstar, il y a des actifs il y a des entreprises qui ont ce qu'on appelle un white moat, c'est-à-dire que des avantages concurrentiels énormes, comme Microsoft par exemple. Un avantage concurrentiel, ce n'est pas qu'au niveau des chiffres, c'est par exemple, je vous en ai parlé dernièrement, ça pègue par rapport aux actifs intangibles, ça pègue par rapport à l'effet de réseau, c'est-à-dire que plus on utilise vos coproduits, plus il a de la valeur. Ça pègue par rapport au coût de production, c'est-à-dire que vous avez les meilleurs coûts de production du marché, etc. etc. Donc, ça pègue également avec le switching cost, dont j'aime tous les citer en fait. Le switching cost, c'est-à-dire que quand vous commencez à utiliser un produit, vous avez du mal à vous en défaire parce que ça va vous demander du temps au niveau de la formation. Donc, Van Eck Morningstar US Sustainable Wide Mode. Donc, Sustainable, ça sélectionne les entreprises qui respectent les conditions ESG. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je regarde beaucoup, mais à la fin de la journée, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui respectent. Enfin, respecter, c'est un grand mot parce qu'il y a beaucoup de marketing également derrière. On va couper simple. Ici, ce sont uniquement des entreprises qui ont un wide mode et qui sont achetées uniquement parce qu'elles sont sous-évaluées. Vous ne voulez pas regarder Top Invest? Moi, je vous donne une chose. Voici une liste d'entreprises de qualité qui sont sous-évaluées présentement. Les voilà. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Si je voulais faire une vidéo ici, j'allais juste faire une simple. Je viens sur cette page, je commence à citer toutes ces entreprises-là. Tout le monde allait se rendre compte. Ah merde, tes entreprises sont extraordinaires. Roper Technology, John Wiley, Mondelez, Constellation Software, Brand, Masco, Alphabet, Gilead. Gilead, je ne suis pas très d'accord, mais à la fin de la journée, elle a des avantages concurrentiels, même si elle est en difficulté présentement. Donc, je préfère acheter cet ETF-ci. Pourquoi? Parce que la personne qui sélectionne ses actions les sélectionne uniquement pour deux conditions. Une, elle doit être sous-évaluée. Ah non, le premier critère, c'est avoir des avantages concurrentiels durables. D'accord? Et le deuxième critère, c'est être sous-évalué. D'accord? Or, dans les ETF, ce n'est pas souvent ça. Dans les ETF, vous allez voir, par exemple, le S&P 500 va vous dire que les 500 plus grandes entreprises américaines, après, il y aura des conditions au niveau des bénéfices nets, avoir eu des bénéfices nets pendant au moins 7 ou 8 trimestres ou des choses comme ça. Non, moi, je veux que vous sélectionnez mes entreprises uniquement parce qu'elles sont sous-évaluées et également parce qu'elles ont des avantages concurrentiels. Donc, si vous avez du temps, allez-y regarder le Van Eck. Je ne sais pas si c'est disponible en Europe, je pense que c'est disponible, mais les frais de gestion sont élevés. Mais je préfère payer ces frais de gestion pour une seule raison, parce que ça me donne la paix de l'esprit. D'accord? Une seule chose, ça c'est la seule entreprise, c'est le seul ETF sur lequel je pourrais faire du DCA tranquillement. Parce que ces deux conditions-là sont respectées. Donc, pour revenir sur Amundi maintenant, donc Amundi ici, dépendamment des produits qu'ils offrent, Amundi a tendance à avoir à peu près comment on dit ça, au niveau des actionnaires, vous pouvez avoir vous pouvez retrouver vous pouvez vous retrouver sur Amundi. Donc, dépendamment de ce que vous recherchez précisément, que ce soit un ETF monde, que ce soit un ETF basé sur l'Europe, que ce soit un ETF basé sur les dividendes, etc. Il y a tellement d'ETF que, donc, son argent, elle le fait uniquement par rapport aux commissions. D'accord? C'est uniquement ça. Donc, plus les actifs sous gestion sont élevés, plus on a de la commission. Et quand on arrive maintenant sur Zone Bourse ici, au niveau des bénéfices nets, ici, vous vous rendez compte qu'elle a les marges nettes aux alentours de... On avait plus 40% sur nos dernières vidéos et je vous avais dit qu'il faut aller regarder cette information-là. C'est très important. Donc, ici, en moyenne, c'est 35% ici par rapport également à leurs prévisions, etc. Quand même on tomberait sur le 35%, par rapport à l'évaluation qu'on avait fait la dernière fois, on ne tombe pas loin de la valeur parce que j'avais dit, j'ai une préférence pour 17 fois les bénéfices pour Amundi. Ça, c'est ma préférence. D'accord? Donc ici, je vais juste mettre ici les derniers éléments, juste pour faire simple. Donc ici, on avait pris à peu près, quand vous prenez 35% d'à peu près de 3 milliards 200, 35% de 3 milliards 200, c'est à peu près le revenu moyen qu'il pourrait avoir dans le futur. Je ne dis pas que ce sera 3 milliards 200 chaque année, mais ça sera un certain minimum. J'ai pris ici 3 milliards 200. Quel est le montant que j'avais pris en fait?
Je vais juste regarder d'où vient le 1050. Donc, ça vient de 3 milliards. Donc, j'ai pris 3 milliards ici pour faire simple. D'accord? J'ai pris 3 milliards pour une seule raison, parce que regardez, le chiffre d'affaires ici est en moyenne, là, en tout cas sur les 3 dernières années ici, on est à peu près 2 milliards, on est en moyenne à peu près en 2 milliards 700. Et pour les années à venir, vu qu'Amundi également a fait une acquisition, donc ça, le revenu sera plus élevé, le chiffre d'affaires sera plus élevé. Donc c'est pour ça que j'ai pris 3 milliards. Si on a plus que ça, tant mieux. Les marges bénéficiaires sont au moins de 35% en moyenne, d'accord? Si je prends 35% de 3 milliards, ça nous donne à peu près combien ici? Ça donne à peu près 1 milliard 50, 1 milliard 50, 15, 13 fois les bénéfices, on a 67 dollars, 67 euros l'action. 15 fois les bénéfices, on a 77 euros l'action, et 17 fois les bénéfices, 87 euros l'action. C'est différent de ce que j'avais fait précédemment. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, précédemment, on avait pris des marges de 40% tout en mentionnant qu'attention, il faut aller vérifier si ces marges-là sont tenables dans le temps. Mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais de toutes les façons, on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Donc, on se situe dans un range entre 82 dollars l'action, 82 euros l'action et 107 euros l'action, avec une préférence pour 94 euros l'action. Mais attention, il faut remarquer également ici que l'entreprise n'a presque pas de dette du tout. D'accord? Donc, on a mis ici dette nette 0. Mais si vous allez sur Yahoo Finance, on va vous mentionner que la dette nette est de 10 milliards. Donc, faites attention aux résultats financiers que vous avez sur Yahoo Finance et Amundi. C'est peut-être la première fois que sur Yahoo Finance et Monista, c'est la première fois que je remarque aussi une grosse différence. Il y a plus, c'est le double des revenus ici. Donc, par rapport aux résultats financiers d'Amundi dernièrement, attendez-vous à une chose. Attendez-vous à ce que les revenus puissent baisser cette année, parce que, voilà, si les marchés financiers ne se comportent pas bien, il y aura une baisse en termes de revenus. D'accord? Il y aura une baisse en termes de revenus parce que les actifs sous gestion auront tendance à baisser. Généralement, les gens reviennent sur les marchés financiers quand ça commence à remonter, alors que le meilleur moment d'investir, c'est quand tout commence à baisser. D'accord? Donc, sélectionnez uniquement la qualité. Donc, pour Amundi, ici, je reste sur la même tendance que la dernière fois, même si je l'ajuste ici en conséquence par rapport à la période du moment. Donc, 3 milliards, c'est le minimum en termes de revenus qu'on peut avoir. Les marges bénéficiaires de 35% sont celles qu'on pourrait peut-être avoir en moyenne. Mais dans tous les cas de figure, c'est à creuser, c'est à interroger, c'est à vérifier également, dans le sens où qu'est-ce que le management pense, quel est l'objectif en termes de marge dans le futur. Donc, parce que c'est toujours une compagnie en croissance ici. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, ici, Amundi reste pour moi une opportunité d'investissement, même au prix actuel. Okay? Je ne dirais pas que la valeur est à tel prix ou à tel prix. Maintenant, ça dépend de vos convictions. Si j'essaie de me protéger, je reste là, je tombe sur les 77 dollars à l'action. Mais tu vas me dire, ah ouais, mais tu avais dit 94 la dernière fois. Non. Ce que je dis n'est pas gravé dans la roche. À la fin de la journée, ici, il faut faire des ajustements quand vous lisez les rapports financiers. Et vous devez également prendre en considération les connaissances que vous avez. Et quand je prends ça, c'est par rapport aux connaissances que je me dis une chose. Amundi, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle je vais investir. Pour une seule raison, c'est parce que je n'aime pas les compagnies financières. J'ai toujours l'impression de manquer quelque chose. C'est une belle entreprise. C'est sûr que c'est des ETF, machin, mais je considère ça comme une compagnie financière. Donc, je les mets juste de côté. Mais quand je vais regarder ce genre d'entreprise-là, il y a des choses que je cherche généralement. Je vais des marges stables, je vais des revenus stables, je vais également un bon business model. Et Amundi semble complètement les avoir, mais elle a une croissance ici essentiellement par acquisition. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, c'est une belle entreprise. Au prix actuel, on a une opportunité d'investissement. Pour ceux qui aiment investir avec le dividende, ici, par rapport à ce qu'Amundi paye aujourd'hui en termes de dividendes, donc je vais aller sur Zone Bourse. Et en passant, ceux qui utilisent Zone Bourse, est-ce que vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça? Je parle de ceux qui ont la version payante, parce que c'est la version payante que je veux. Donc, donnez-moi à peu près votre avis par rapport à ça. Donc, surtout par rapport aux informations dividendes ici. J'ai souvent du mal avec les dividendes sur Amundi ici. Est-ce qu'on a un dividende? Alors, parce que je ne sais même plus qui est-ce que je vais croire en fait. Dividende. Alors, ok, on a un dividende ici de 3 dollars, de 3 euros par action ici. Par rapport au chiffre d'affaires, ici, on a à peu près 3 dollars. On va prendre 3,90 $, 3,90. Donc 3,9 ici multiplié par le nombre d'actions. On a à peu près ici nombre d'actions. Donnez-moi juste un instant. Alors, où est-ce que j'ai cette information-là? Alors, actions. Alors, où est le nombre d'actions ici? Ça va pas être long. Je cherche le nombre d'actions en fait, parce que si je n'ai pas ce nombre d'actions, c'est un peu compliqué. Alors, donnez-moi juste un instant. Donc, dividende ici, bénéfice net par action. Donc, on va juste faire simple pour retrouver l'information. On prend ici 1,1369 divisé ici par 6,75. 6,75 bénéfice net par action. Ça nous donne ici le nombre d'actions qui est 203 dollars, 203 millions. Donc, on va prendre 203 millions d'actions ici. Donc, je ne cherche pas la précision. Donc, 2,03 multiplié par 3,90 $.
On est ici à peu près à 792 millions d'euros, donc 792 millions d'euros par là. Et on a à peu près des free cash flow minimum de 1 milliard 50 millions. Donc, et on n'a pas de dette nette, donc on n'a presque pas de dette parce qu'il y a de la dette nette, mais très petit. Donc on n'a presque pas de dette nette ici. Donc, c'est-à-dire que le dividende actuel ici, il est safe. C'est-à-dire que si on vous paye le dividende qu'on vous paye actuellement en date d'aujourd'hui, il y aura enfin, au prix actuel, ce dividende-là, il est déjà, c'est un très bon dividende, même s'il ne croit pas dans le futur. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas croître, même s'il n'y a pas de croissance dans le futur, vous avez quand même un près de 7% de rendement au prix actuel. Donc, je n'ai pas vérifié ici aux dernières nouvelles, mais vous avez près de 7% de rendement. Donc, il est complètement safe ici. Donc, pour l'avenir, soyez certains, les actifs sous gestion vont diminuer, mais ça sera de manière temporaire. Mais ils auront tendance à augmenter dans le futur. Vous avez vu que la dynamique dans la période, dans la partie en Asie, tout se passe bien, d'accord. Ça va continuer comme ça. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce que les frais de gestion sont corrects, ce genre de choses-là. Il y aura une bataille dessus de toutes les façons. Mais au prix actuel, je ne pense pas que quelqu'un surpaye Amundi. Et vous pouvez avoir un avis tout à fait différent. Est-ce que ça veut dire que la vidéo que j'ai faite précédemment par rapport à l'évaluation que j'avais faite ici, elle est toujours d'actualité? Oui, bien sûr qu'elle est toujours d'actualité parce qu'ici, elle est plus optimiste. Cette vidéo aussi est très optimiste par rapport à ce que j'ai fait ici. D'accord. Ici, j'essaie de rester équilibré tout en sachant qu'Amundi peut atteindre les 1 milliard, les 1 milliard 280. D'accord. Donc, si on le prend par rapport à la valorisation à peu près à 35% de marge bénéficiaire, donc 1, 2, 8, 0 divisé par 0,35, divisé ici par 0,35, on est à combien? On est à peu près à 3 milliards 657. D'accord. Donc 3 milliards 657, je pense que ça fait partie de l'une des... C'est à peu près c'est une prévision que c'est un revenu qu'on peut atteindre dans le futur. Je pense que quand on regarde ici sur... voilà, par rapport au chiffre d'affaires ici, ça c'est trimestriel, annuel. Alors, par rapport au chiffre d'affaires ici, c'est quelque chose qui pourrait être dans le futur, on pourrait l'atteindre dans le futur, d'accord? Donc, je n'ai pas pris ici le taux de croissance ni quoi que ce soit parce que c'est une entreprise qui fait des croissances par acquisition ou des choses comme ça. Le minimum ici, c'est déjà de savoir quel est le niveau en termes de résultats nets qu'on pourrait avoir. Je n'ai pas pris free cash flow, j'ai pris résultats nets ici parce que les free cash flow ont tendance à égaler les résultats nets ici, d'accord? Parce qu'elle fait de l'argent avec de l'argent. Donc, on va se dire que ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de plusieurs choses ici. Donc, retenez une chose, pour ceux qui détiennent Amundi à 50 euros l'action, c'est un bon prix. Même si là, je pense qu'au prix actuel, c'est un très bon prix, d'accord? Donc, la valeur est bien au-delà des 70-80 euros par là, d'accord? Mais la période également actuelle, la période à venir sera compliquée. Mais Amundi a la capacité de souffrir parce qu'elle n'a tout simplement pas beaucoup de dettes, d'accord? Donc, faites attention également aux différents agrégateurs. Et sinon, on va se dire que c'est tout pour aujourd'hui. On va se dire que Amundi reste une belle entreprise. Pour ceux qui ont un PEA, c'est une belle entreprise. Il faut creuser. Ne vous limitez pas aux chiffres. Lisez les rapports financiers. D'accord? Parce que les chiffres, les rapports financiers vous permettent de donner vie aux chiffres. Ça ne sert à rien de sélectionner 1,3 milliard si les chiffres si les rapports financiers me disent que le 1,3 milliard est exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lisez vos rapports financiers, n'achetez jamais une compagnie juste en vous limitant aux états financiers, d'accord? Parce que l'état financier, c'est 50% du message et le 50% restant provient des rapports financiers, ok? Donc, on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.